Mais qui est Claude ? Claude de Lion, empereur romain. Tiberius Drusus Claudius, fils de Drusus et d'Antonia, né à Lyon, régnant depuis 14 ans, il avait succédé à son neveu Caligula, épousé en 3e noces Messaline qui lui donna son fils Britannicus, et en 4e noces sa nièce Agrippine. Agrippine qui avait un fils. Qui s'appelait Néron. Bah oui, les successions à la tête de l'Empire n'obéissent pas aux règles simples qu'on connaîtra plus tard, par exemple dans le royaume capétien. Dans un même groupe familial aussi étendu que divisé, elles résultent de stratégies dynastiques embrouillées et de rapports de force complexes. Claude, quinquagénaire, va succéder en 41 de notre ère à son neveu, assassiné, qui était beaucoup plus jeune, et à sa propre mort, très suspecte. En 54, son fils Britannicus sera escamoté au profit de Néron, son neveu. On comprend que dans les batailles qui préfigurent ces successions, il puisse être préférable de demeurer dans l'ombre. Ainsi, Claude se laissa-t-il longtemps traiter comme un imbécile qu'il n'était pas. Quand Caligula choisit de le mettre en lumière, il tient à garder cette apparence. Imaginez un peu dans la Maison Blanche de Trump, livré aux caprices du souverain, un inspecteur Colombo qui reste dans son coin, affichant sa modestie dans son vieil impair et bégayant. Claude, paraît-il, bégayait. Et puis, soudain, mais oui, bien sûr, Claude Colombo tire son épingle de l'imbroglio. Et il va régner près de 14 ans, ce qui n'était pas joué d'avance. À Lyon, le musée des Beaux-Arts lui consacre une grande exposition. C'est qu'il est né dans la ville, en 10 avant notre ère, et il y est revenu plus d'une fois, dans la grande affaire de son règne, qui consista à arrimer l'Angleterre, la Bretagne, disait-on, au continent. Il se servit de Lyon comme base logistique arrière. On tient beaucoup dans la ville à la table claudienne qu'il y fit graver et qui fut longtemps exposée sur la façade de l'hôtel de ville. Elle témoigne de sa volonté d'étendre l'intégration à Rome des élites gauloises. Claude s'inscrit dans un long mouvement de romanisation qui concerne aussi bien le droit, l'économie, l'urbanisme, et sans démériter. Personnage longtemps déconsidéré, il n'est certes pas à compter parmi les mauvais empereurs. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Isabelle Cogitor, bonjour. Bonjour. Vous venez de Grenoble. Alors, je tiens à donner le nom de votre université. Maintenant, il faut dire l'université Grenoble-Alpes. Exactement. Parce que le massif alpin doit être visible. Intégré dans l'université, oui. Doit être visible de Shanghai. Hein. C'est ouais. ça. Et puis, quand même, vous avez un titre de gloire. Vous êtes encadrante du club alpin français. Et vous avez participé au catalogue, à la préparation de la grande exposition du musée des Beaux-Arts qui va donner lieu à une grande journée vendredi, journée d'études, et puis les comédiens du TNP participeront à la soirée à Lyon. Justement, parlons un peu de l'urbanisme de Lugdunum. Quand naît Claude? Parce qu'il est né dans une sorte de palais qui était sur la colline de Fourvière. Oui, on sait qu'il est né à Lyon à l'occasion des campagnes de son père hein, et que Lyon servait de base arrière aux expéditions de son père vers la Germanie notamment, ce qui permettait de laisser Antonia, la mère de Claude, et les enfants déjà nés sur place. Alors, probablement sur la colline de Fourvière, parce qu'on sait qu'il y a là, c'est l'archéologie qui nous l'a montré récemment, une très grande demeure qui pouvait être celle du gouverneur. Hein, et il est logique de penser que c'était ce qui abritait la maison impériale en déplacement. Et la Croix-Rousse était le lieu d'un sanctuaire fédéral ? Oui. Quand Auguste a réorganisé les provinces, hein, il a fait de Lyon la capitale des Gaules, comme on pouvait dire, et un sanctuaire fédéral dédié à Rome et Auguste a été installé sur la Croix-Rousse. Et c'était vraiment faire le symbole des rapports entre Rome et les Gaulois. Drusus, le père de Claude, va mourir alors que Claude n'a que 2 ans, en campagne,
à Mayence. Et il va rester la veuve, Antonia, qui va décider de rester veuve. Ça vous intéresse beaucoup, les femmes d'influence, hein, à Rome. Absolument. C'est un vrai sujet, un sujet pour lequel il est difficile d'avoir des informations parce qu'on parle peu des femmes et qu'elles ont peu écrit. Mais en réalité, oui, certaines femmes ont eu beaucoup d'importance, beaucoup d'influence. Et Antonia, c'était la fille d'Antoine, Marc-Antoine, hein, et d'Octavie, la sœur d'Auguste. Hein. Donc, c'était par essence une femme importante et une femme de tête, comme l'a montré sa longévité politique. Et que vont dire les femmes du petit Claude? Alors, les voici dans leur intérieur. Antonia était une femme extrêmement cultivée, fille d'Antoine, de Marc-Antoine et de la sœur d'Auguste, Octavie, une dame très brillante, une très bonne éducatrice aussi, donc il y avait une importante domesticité, on était tout à fait en liaison avec le cœur même de la ville. C'était finalement un coin d'Italie, une petite Rome qui était dans ce grand palais résidentiel. Encore 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce garçon aurait dû être abandonné dès sa naissance. Oui, mais ces barbaries ne sont plus admises. Non, la pitié l'emporte. Il boite, il bégaye, il ne se contrôle pas, il embarrasse tout le monde. Nous pouvons l'accepter parmi nous, il ne fait de mal à personne. Non, il me porte sur les nerfs. Je passe mon temps à le croiser dans les couloirs. Il se parle en marchant. Il agace vraiment tout le monde. Même sa mère ne peut pas le supporter. Alors ça, c'est Antonia, qui est citée par la grand-mère. Et elles sont d'accord. Puis il y a la sœur aussi de Claude qui le trouve un peu bête. Alors, il marche dans les couloirs, il marche pas bien. Alors il boite probablement, alors toutes sortes d'hypothèses ont été faites sur la raison de cette boiterie, accident, malformation, on n'en sait trop rien. Mais en tout cas, c'est vrai que les informations que l'on a, qui proviennent par exemple des lettres que l'empereur Auguste a écrites à Livie, le présentent comme un jeune homme peu sûr de ses moyens physiques, bégayant effectivement, et il semblerait que sa mère l'ait appelé un monstre pas fini. Alors vous savez que dans les mécanismes de médiation de l'exposition est fournie une brochure qui est censée raconter la visite d'ados astucieux dans l'exposition du musée des Beaux-Arts de Lyon. Alors voilà comment ils parlent, les ados. Vous allez dire que vous reconnaissez peut-être le vocabulaire de certains de vos étudiants. Ton Claudio, mon poteau, il est vraiment pas Jojo. Et alors, sa mère et sa sœur daronne lui taillent un costard. Pour lui, c'est Armani, Fendi, Gucci. Suétonne, l'érudit, le voit baveux et moche, planqué loin sous le porche. Ton Claudio, c'est une cloche. Tu veux bien préciser, Suétonne ? Qu'est-ce qu'il en dit? Alors, Suétone, c'est le biographe des empereurs et qui a un goût particulier pour l'anecdote piquante et, si possible, mal intentionnée. Donc, effectivement, il ne présente pas Claude sous un bonjour. Cela dit, on sait que c'est un choix littéraire, un choix rhétorique. Donc, c'est une vision biaisée et tout le travail des historiens face à ces sources, c'est d'essayer de reconstituer ce qui est part d'interprétation et ce qui peut être vérité. Il jouait au dé très jeune, il a écrit sur les dés, il aurait inventé 3 lettres qu'il voulait introduire dans l'alphabet latin, il faisait preuve d'érudition. La discrétion était son mode d'existence afin d'être tranquille et de pouvoir se livrer à ses travaux. Très clairement, parce qu'il a bénéficié d'une très bonne éducation en réalité. Il était parfaitement bilingue entre latin et grec, ce que n'était pas Auguste, par exemple, qui avoue plus de difficultés avec le grec. Et Claude a écrit des livres sur les Étrusques, des livres sur Carthage. Il a effectivement ajouté 3 lettres à l'alphabet quand il sera empereur. Bon, ça c'est un petit peu une anecdote parce qu'elles ont peu servi, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a une passion pour le savoir et pour les lettres en général, la littérature. Disons. Alors vous expliquez dans le catalogue de l'exposition, Isabelle Cogitor, que sous Tibère, il n'est qu'un pion sur l'échiquier des querelles de succession, mais il va jouer un rôle plus important, peut-être à son corps défendant, sous Caligula. Il est l'oncle de Caligula. Quand Caligula, à 25 ans, arrive au pouvoir, lui, 47 ans, si j'ai bien calculé. Et on se souvient que les institutions de la République continuaient formellement, avec par exemple le consulat tournant. Bien, et pour le consulat, est-ce que vous avez choisi un consul pour te remplacer? Le choix nous paraît évident. Le Sénat t'implore d'accepter le prochain mandat et de désigner toi-même celui qui le partagera. J'accepte. Voici celui qui partagera la tâche de consul avec moi. Mon oncle Claude.
Ton oncle Claude? Bien sûr. Qui d'autre est plus à même que le frère de mon père bien-aimé? Mon oncle, je te le demande publiquement, accepte de devenir consul. Moi, consul? Oui, nous régnerons ensemble. Mais j'ai oublié toutes les lois et les procédures. Aucune importance, ce n'est pas grave, je saurai penser à tout, ne t'inquiète pas. Nous sommes donc d'accord. Je t'ai fait préparer quelques chambres pour toi au palais. Tu peux venir vivre auprès de moi et de ma sœur, cela te plaira. Toute la famille sera enfin réunie. Et j'aime beaucoup les membres de ma famille, en règle générale. Enfin, il y en a une, au fond, dans la famille qui tousse, qui a l'air déjà inquiète pour sa santé. Donc Caligula choisit Claude comme consul. Il le met en pleine lumière. Il a de la chance, d'ailleurs, rétrospectivement, Claude, parce qu'il fait l'objet d'une série télévisée britannique. Oui. Qui a eu beaucoup d'écho, moi, Claude Empereur. Oui, tiré du livre de Robert Graves. Alors, comment ça se passe entre Caligula et Claude ? Alors, si Claude a été choisi comme consul, c'est sans doute pas pour sa personnalité propre, mais c'est parce qu'il est effectivement le frère de Germanicus, père de Caligula. Or, Germanicus, j'aime souvent le dire, c'est le prince charmant. Mais la caractéristique d'un prince charmant, c'est qu'il ne règne pas. Il n'y a pas d'empereur charmant. Germanicus est un prince charmant parce qu'il a eu le bon goût de mourir avant d'exercer le pouvoir. Et c'est son fils Caligula qui va l'exercer. Et c'est cette légitimité-là que Caligula recherche en mettant en avant Claude. C'est le rappel de son père Germanicus. Alors il va continuer à tenter de faire profil bas quand Caligula lui lance des olives pendant qu'il s'endort dans un banquet. Il ne proteste pas. Parfois, Caligula le secoue plus sévèrement, et il va devenir une incarnation, sans peut-être le vouloir, d'une vertu qui manque au règne de Caligula, que l'on nomme à Rome la libertas. Il semble bien que oui, progressivement, Claude, donc tout en restant un peu le jouet de Caligula, noue des contacts avec des sénateurs importants, et l'idée de libertas est presque le synonyme de république ou de sentiment républicain, et certains sénateurs y restaient attachés en considérant que la libertas était le propre des sénateurs. Et ils ont probablement pu compter sur Claude pour remettre en avant cette idée de libertas qu'on va voir réapparaître après la mort de Caligula. Alors la mort de Caligula, c'est pas nécessairement sur les vieux sénateurs qu'il faut compter pour assassiner un empereur vigoureux. Vous permettez qu'on revienne à la brochure destinée aux ados astucieux. Je vous en prie. Parce que le ministre de la Culture dit c'est vraiment formidable ces nouveaux mécanismes de médiation. Alors je cite un des ados. Le texte de Suétone que je viens de lire en ligne, il était clairement à charge, mais en surfant à droite et à gauche, j'ai trouvé de quoi alimenter ton entreprise pour expliquer ce qui s'est passé à la fin de Caligula. Alors, comment ça s'est passé, l'accession de Claude ? Les prétoriens, ces soldats d'élite chargés de protéger l'empereur, en ont visiblement eu assez des lubies du père Caligula. Alors, avec certains sénateurs, ils ont décidé de passer à la phase 2. La phase 2, c'est on le flingue. Bon, mes étudiants ne parlent pas comme ça, je précise. Oui, il y a donc eu un complot mené sans doute par des sénateurs, mais exécuté par les prétoriens, c'est-à-dire les cohortes chargées de la protection de l'empereur. Et parmi ces prétoriens, il y a un nom qui sort, c'est le nom d'un tribun, Cassius Chaerea, dont Suétone, entre autres, nous rappelle qu'il a souvent été moqué par Caligula, entre autres, attaqué sur des questions de virilité, mise en question sur sa virilité. Et lors de l'assassinat, effectivement, ce sont ces prétoriens qui sont là et qui commettent l'action, alors que les sénateurs et Claude ont eu l'intelligence de disparaître momentanément. Et parmi les ados astucieux qui suivent l'exposition, il y en a un qui s'appelle Nico et qui quitte pas son casque. Il profite de l'expo aux Beaux-Arts de Lyon pour écouter des groupes lyonnais. Et à cet instant précis, vous entendant, il dit ça colle parfaitement avec cette chanson d'un groupe lyonnais, Station Echo. Hey ho, here's the story. There's everything bleeding. Killed us more. That was enough to say. Yes, sorry. That was enough
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. C'est promis, Isabelle Cogitor, je laisse à leur errance les ados astucieux qui continuent de visiter à leur façon l'exposition Claude. Et nous revenons à Claude de Lion, qu'on a surnommé aussi Claude le Gaulois, à l'instant précis où il devient donc empereur après la mort de Caligula. Nous sommes en 41 de notre ère. La grande affaire qu'il va reprendre de ses prédécesseurs, c'est la conquête de la Bretagne, enfin je veux dire de l'Angleterre. Oui, il faut savoir qu'Auguste avait donc mené de nombreuses conquêtes et à sa mort avait recommandé à son successeur Tibère de ne pas chercher à agrandir l'empire. Et cette recommandation a plus ou moins été suivie. Caligula avait tenté une expédition en Bretagne, mais qui avait tourné court très vite, et il en était juste revenu avec des coquillages. Ça avait beaucoup fait rire. Et puis c'est Claude qui reprend donc cette expédition et qui va mener à bien la conquête de la Bretagne en prenant de vrais risques, parce qu'il a lui-même participé à l'expédition. Il a passé 16 jours pendant l'expédition. Mais moi j'ai lu que c'était très en arrière. Oui, mais c'était quand même, il avait quitté Rome, ce qui était un risque quelque part, et puis ce qu'il avait à y gagner, c'était justement l'aura militaire que son père avait eu, Drusus, qui avait reçu le surnom de Germanicus pour avoir vaincu les Germains, et c'est ce qui va permettre à Claude de gagner le surnom de Britannicus qu'il va donner à son fils. Donc c'est vraiment une légitimité militaire qu'il acquiert ainsi. Comment c'est la frontière de la Bretagne? Comme d'ailleurs les autres frontières de l'Imperium Romanum, il n'y a pas de mur à l'époque. Non, il n'y a pas de mur. Les frontières sont souvent difficiles pour nous à définir. Hein. Et bon, au moins pour la Bretagne, enfin, donc l'Angleterre, c'est clair, il y a la mer, donc là c'est relativement facile. Et au nord, en fait, quand on parle de la Bretagne de Claude, c'est vraiment essentiellement le sud qui est concerné et des zones comme Colchester qui vont être des grands centres, qui vont être les capitales en fait de cette conquête. Il n'y a pas de frontières physiques. Il va fonder beaucoup de colonies d'ailleurs, Claude, oui. Ou beaucoup de villes qui sont des colonies un peu partout dans le monde méditerranéen vont porter son nom. Oui, il va y avoir, ça c'est une constante, et puis il va y avoir aussi par exemple la Maurétanie qui a été en fait récupérée par Caligula et dont Claude va organiser l'administration en 2 provinces. Il va y avoir la Thrace aussi. Donc Claude va véritablement agrandir l'Empire romain et l'organiser. Mais notre attention se porte quand même aujourd'hui particulièrement sur Lyon. Et à Lyon, il laisse ce qu'on appelait les tables claudiennes. Il y a une rue des tables claudiennes, ce qu'on appelle maintenant la table au singulier claudienne et qui est connue depuis le XVIe siècle. Par une belle journée de l'année 1528, sur une des collines de Lyon, l'antique Luc du Nôme, un citadin défriche un bout de terre quand, sous sa pioche, de grandes plaques de bronze apparaissent couvertes d'inscriptions. Un extrait du discours de l'empereur Claude, dont les mots sont gravés sur une table de bronze conservée au musée gallo-romain de Fourvière. Alors nous aussi on se livre aux facilités de la médiation. Figurez-vous qu'il y a aussi des tablettes claudiennes, enfin une table claudienne en chocolat. Waouh, c'est superbe. La tablette de chocolat a la même forme que l'original, coupée en 2 parties, et la qualité de la gravure est comparable à l'original. Ces tablettes scientifico-gourmandes seront disponibles dès demain au Salon du Chocolat de Lyon. Un souvenir historique à conserver ou pas. Ok, super. Ça devient une maladie, la médiation. Oui, alors revenons au texte de la table claudienne. Alors c'est une grande plaque de bronze sur laquelle a été gravée avec une technique qui a bien été connue maintenant à la cire et qui a permis une qualité de gravure exceptionnelle. Bon, qui nous a été préservée par le plus grand des hasards. La plupart des discours sur bronze ont été fondus pour faire des boulets de canon et autre chose. Donc ça a été une grande chance qu'elle ait été conservée. Et donc elle porte sur 2 colonnes le discours de Claude, qu'il a prononcé pendant sa censure en 47-48, donc magistrature, qui demandait de vérifier les listes des citoyens, notamment. Et donc, dans ce discours, Claude explique les raisons qui le poussent à ouvrir plus largement les portes du Sénat romain aux élites des provinces, en l'occurrence les Gaulois. Et ça a été très discuté sur le moment on voit, enfin,
il y a eu des réactions parce que ça a semblé exagéré. Maintenant, les historiens s'aperçoivent que probablement il ne fait qu'entériner un état de fait et rendre officiel un mouvement qui était en route depuis déjà longtemps et qui va se poursuivre après. Un mouvement de longue durée d'intégration, mais enfin dont la Gaule chevelue a bénéficié après la Gaule du Sud, la Narbonnaise, mais avant la péninsule ibérique. C'est ça, c'est l'ordre des conquêtes. Bon, le sud de la Gaule, ce qui était la Provincia, la Provence, a été assez rapidement intégré et romanisé, même si on emploie peu maintenant ce terme. Et la Gaule chevelue est venue après, c'est essentiellement par ces élites qui, en exerçant des magistratures sur place, avaient ensuite accès aux magistratures romaines et à une forme de citoyenneté plus glorieuse que la citoyenneté. Mais alors, locale. s'il ne faut plus dire romanisation, Isabelle Cogitor, il faut dire quoi? Intégration économique? On peut dire intégration. Il est clair que la question est économique plus que politique, de même que l'édit de Caracalla en 212 va servir à élargir l'assiette de l'impôt. Plus de citoyens, plus d'impôts, plus d'argent. À l'Expo, il y a des pièces du trésor de l'Antilly, dans le Rhône. Alors, comment ça se passe, la circulation monétaire à l'époque de Claude dans cette région? Il y a d'une part la circulation, mais il y a aussi un fait important, c'est que à Lyon a été installé un atelier monétaire à l'époque d'Auguste, et c'est une rareté, et il est resté à Lyon probablement jusqu'à l'époque de Néron. Et c'était un des ateliers donc qui frappait la monnaie pour les légions, pour les échanges, etc. Alors nous allons parler des bâtiments qu'il a peut-être construits à Lyon. Qu'est-ce qu'il en reste? On entendait il y a un instant au début de l'émission François Chausson qui a joué un rôle déterminant dans l'exposition du Musée des Beaux-Arts. Il est arrivé de Gaulle d'heureuses nouvelles. La paix y règne et la prospérité. Et l'on vient de faire graver dans le bronze ton discours du printemps au Sénat. Les tables qui portent tes paroles entoureront ta statue équestre, érigée sur la colline où se trouve l'amphithéâtre. Alors on peut voir les vestiges de l'amphithéâtre. On peut voir également une fontaine avec le nom de Claude dessus. Et récemment, il y a eu une hypothèse qui a été proposée par un universitaire lyonnais qu'en fait, il faudrait lire Aqua Claudia Augusta, où l'aqueduc était désigné par le terme Aqua. Aqua Claudia, c'est l'aqueduc que l'empereur Claude a construit à Rome sous son règne. Donc on aurait là, avec cette fontaine découverte à Lyon, la mention peut-être que cette fontaine était en fait alimentée par un aqueduc que l'empereur Claude aurait fait construire, aurait financé dans sa ville natale. Alors il n'y a pas de statue équestre comme annoncé. Il y a une fontaine, bon, une fontaine modeste quand même. Il y a la photo dans le catalogue, place de Trillon, bon, au milieu d'immeubles modernes. On a dit qu'il préférait l'urbanisme utilitaire à l'urbanisme triomphant. C'est ce qu'on pense en fait en comparant ce qu'il a fait à Rome et aux alentours de Rome, puisqu'à Rome il a aussi fait construire ou restaurer des aqueducs, et il a fait construire le port d'Ostie qui a été un poumon économique de la ville de Rome. Donc comme sur Lyon, ce qu'on voit, c'est essentiellement aussi les aqueducs. On a l'impression qu'il a voulu construire en tant qu'administrateur, en tant que bon gestionnaire de l'Empire. On va peut-être trouver ensuite d'autres bâtiments dont on s'apercevra qu'ils ont des phases claudiennes que pour le moment on ne connaît pas. Parce qu'il y a un nouveau visage de lui au fond qui s'est construit peu à peu. Vous avez employé le mot bon gestionnaire, mesuré, presque sage. Enfin, il lui est arrivé de pratiquer l'arbitraire. Il y a notamment l'exemple de Asiaticus qui l'a tué méchamment. Oui, alors Claude a eu Asiaticus. affaire à beaucoup d'opposition, et Valerius Asiaticus est un des personnages marquants justement de ces oppositions, et on a envisagé qu'il soit allé jusqu'à la conspiration et qu'il ait envisagé de prendre le pouvoir. Est-ce que c'était véritablement possible? C'est une autre question, mais oui, il y avait des oppositions à Claude, et comme tout empereur, il a eu à freiner ces oppositions et à procéder à un certain nombre d'exécutions qui lui ont été reprochées notamment par Sénèque dans la terrible satire qui s'appelle l'apocoloquintose, la transformation en coloquinte ou en citrouille, et non pas l'apothéose de Claude. Oui, mais sa mesure et sa sagesse, ça se voyait parce qu'il a laissé à Asiaticus le choix du moyen de sa mort. Oui, c'est un des plus beaux textes sans doute de la littérature latine, et il a permis à Asiaticus de mourir en stoïcien, en choisissant le lieu de sa mort. Mais c'était tout de même, choisir la façon de mourir était une des façons de mettre à mort. C'était
le propre des sénateurs, disons. Asiaticus est comme ça mort dans ses superbes jardins. Et Claude, eh ben, il avance en âge, il a 64 ans, en 54 de notre ère, et tous ces signes d'affaiblissement sont guettés par l'entourage, et notamment par sa nouvelle femme, Agrippine la jeune, qui craignait d'être écartée, comme l'avait été la précédente, Messaline. Et Agrippine avait un fils, Néron, et puis un familier qui s'appelait Sénèque, que vous avez déjà cité, et que voici ce grand jour d'octobre 54. Je ne suis qu'un vieux roi soliveau. Je flotterai inerte dans cette eau stagnante. Que tous les poisons qui gisent dans la boue jaillissent un jour. Oui, que tous les poisons qui gisent dans la boue jaillissent un jour. Madame, j'ai pour vous une surprenante et terrible nouvelle. César n'est plus. Est-ce possible, pas là? Quelle surprise. Et quelle douleur. Claude était, vous le savez, friand de champignons. Il a mangé à son déjeuner un grand plat de bolet. Je lui ai pourtant dit 100 fois de prendre garde à sa gourmandise. Il nous faut annoncer sa mort avec précaution. Eh bien, allons nous préparer aux cérémonies, Néron. La pièce Claude de Lion d'Albert Husson, avant d'être jouée à la télévision, ici dans une mise en scène de René Lucot, avait été montée à l'amphithéâtre de Fourvière, à Lyon. Oui, alors la succession, elle est encore désordonnée, un peu chaotique, pas normale. Mais on ne peut pas vraiment parler de succession normale. Auguste n'avait pas de fils. Il n'y a pas de succession normale. C'est remis en question à chaque fois. Et le fait même qu'il y ait encore des cadres républicains montre bien que le problème existe toujours. La succession de Claude avait été préparée en amont parce que Néron avait été mis en avant par rapport à Britannicus, avait été nommé prince de la jeunesse à partir de 51, donc ça présupposait qu'il allait devenir le prince de tout le monde par la suite, et Britannicus, de 3 ans son cadet, avait été tenu plus à l'écart. Donc la succession était préparée. Normal, c'est une autre question. Mais on a beau se faire représenter mûr et sage par la statuaire, la question de la légitimité demeure problématique toujours et à oui. Rome. La légitimité. Du temple qui fut consacré au divin Claude ne reste que des soubassements. Merci à vous Isabelle Cogitor. Donc cette exposition du musée des Beaux-Arts de Lyon est prolongée ce vendredi par une journée spéciale à laquelle vous participez, journée d'études et soirée théâtrale avec le TNP. Il est au musée des Beaux-Arts de Lyon des médiations classiques. L'émission a été préparée et ses reportages effectués par Franck Olivard, Henri Bérec à la technique et la réalisation, c'était Audrey Ripouille. Je vais passer l'antenne à Mathieu Vidard, mais je peux me faire un peu de publicité, Mathieu Vidard? Ah, mais je vous en prie, avant vous êtes de chez faire vous, Jean. La publicité de la tête au carré. Oui. Demain, grâce à la bénévolence de l'équipe de la Casse du siècle sur France 5, qui diffuse un documentaire fondé sur les conversations de Rotonde de juin 1940, nous diffuserons quelques extraits de ces conversations telles qu'elles ont été enregistrées sur disque en juin 1940, je le répète, dans le wagon de Rotonde qui était équipé de micros et d'un système d'enregistrement.